Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Lucie. Salut Fabienne, comment il est ? Elle est la même, de retour dans la fraie. Je viens de passer un mois complet à La Réunion et j'ai le ventre rempli de mangue. Toujours à au même fait cool notre bave. Si c'est pas quelqu'un qui régale nos papis, alors on accueille qui aujourd'hui dans cet épisode de Bas de Carré ? Alors aujourd'hui, on accueille une autrice que tu connais bien sûr. Elle est scénariste de bande dessinée et illustratrice. J'ai nommé Lou Luby. Nous avions très envie de la rencontrer et aujourd'hui Lou va nous parler de son parcours, de son métier dans la bande dessinée et un peu plus particulièrement de son avant-dernière BD, Racine, dans laquelle on suit une héroïne réunionnaise aux cheveux crépus qui est en conflit avec sa chevelure et qui le devient encore plus lorsqu'elle arrive pour faire ses études à Paris. Lou va nous parler de son processus créatif derrière Racine, mais aussi de sa passion pour raconter des histoires. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Lou. Et bonjour. Bienvenue sur Bas de Carré, je suis ravie de te recevoir à notre micro aujourd'hui. Pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu es autrice de BD, mais en fait tu préfères dire scénariste et dessinatrice, si je me souviens bien. Absolument, oui, ça recouvre les deux parties de mon métier comme ça. Personnellement, j'ai connu en tout premier ton livre, ton roman graphique Et à la fin il meurt, qui raconte un décryptage des contes de fées avec beaucoup d'humour. Moi, ça m'avait beaucoup plu et je ne savais pas que tu étais réunionnaise à ce moment-là, mais j'avais vraiment adoré ce livre. Dernièrement, on s'est rencontrés au Festival de la BD au Jardin de l'État à Saint-Denis et j'ai pu découvrir tous tes autres livres, notamment Racine, dont on pourra reparler, mais aussi La fille dans l'écran, Goupil-ou-Face et Eurydice, qui est le titre le plus récent, je crois. Absolument, oui, il est sorti en octobre 2024. Oui, donc il a tout juste quelques mois. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui pour qu'on puisse en parler de ton parcours, découvrir un peu qui tu es et comment tu travailles. Mais bon, je vais arrêter de parler et je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens et quel a été un petit peu ton parcours d'études, par exemple, et ton parcours pro pour en arriver là ? Absolument, donc effectivement je suis réunionnaise. J'ai quitté la Réunion pour aller faire mes études à 17 ans, presque 18. J'étudie le jeu vidéo, alors pas du tout la partie graphisme, mais la partie concept, les règles du jeu en fait. Par exemple dans un Monopoly, qu'est-ce qui se passe quand on fait un double 6, qu'est-ce qui est écrit sur les cartes, voilà vraiment la partie concept. Et c'est quelque chose je pense qui me reste pas mal dans mon travail, au sens où j'accorde une grande importance à l'expérience du lecteur, à l'accessibilité du livre, voilà, vraiment être sûr de ne perdre personne en route, voilà, et de délivrer une expérience qui soit fun. Pendant mes études, j'ai écrit 5 livres, donc d'abord 2 romans et ensuite 3 BD, qui ont toutes été édités à La Réunion chez Océan Édition et Epsilon Édition. Quand j'ai fini mes études, je suis pas allée vers le jeu vidéo parce que j'avais envie d'avoir une vraie démarche d'autrice et en gros de décider toute seule de ce que j'allais faire. Donc je me suis redirigée vers la BD. En 2016, il y a eu Goupil-ou-Face, qui était ma première BD à un niveau national, qui a très bien marché, qui a un peu lancé ma carrière. Et ensuite, j'en ai enchaîné d'autres et aujourd'hui, j'en ai 12 à mon actif. Ouais, ça commence à faire quand même 12. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu savais depuis très jeune que tu voulais, que tu aimais raconter des histoires ? Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours su pour le coup. Je pense que c'était même un mécanisme de survie dans un monde qui me rendait peut-être pas super heureuse. J'avais cette évasion-là. Alors à l'époque, je dessinais pas tant que ça, mais j'écrivais beaucoup. J'écrivais des romans, fleuves interminables dans des mondes imaginaires absolument fabuleux. Et je fais ça depuis vraiment toute petite, donc aucun doute là-dessus, je suis très heureuse que ce soit devenu mon métier.
Mais alors, pourquoi la BD? Parce que tu m'as dit, quand on s'est un petit peu parlé avant, je dessine, mais ce que j'aime, en fait, c'est raconter des histoires. Je dessine parce que je suis un peu obligée. Et du coup, pourquoi pas juste des livres? Alors, je suis arrivée dans la BD un peu par hasard. Donc, à l'époque, j'avais publié L'île au temps suspendu. Non, j'avais publié des romans, voilà, et on m'a proposé de faire L'île au temps suspendu, donc qui était une commande parce que l'éditeur avait déjà un dessinateur sous le coude et il recherchait un ou une scénariste qui connaissent la Réunion parce que le but était de faire une bande dessinée qui se déroule à la Réunion, qui parle de la Réunion, et du coup comme j'avais publié des romans, il m'a proposé et c'est devenu donc L'île au temps suspendu. Et en fait après ça je me suis rendu compte que la BD c'était beaucoup plus accessible que le roman. Ça se feuillette en magasin, on sait tout de suite si on va aimer ou pas. Il y a quelque chose de très immédiat dans la bande dessinée et en termes de vulgarisation, parce que j'ai fait 4 bandes dessinées de vulgarisation. C'est beaucoup plus simple de faire passer des concepts quand on peut avoir accès à des schémas, des métaphores visuelles, choses qu'on ne trouve pas en fait la littérature en texte. Je trouve qu'un essai est beaucoup plus digeste quand il est en BD que quand il est en texte brut. Et c'est pour ça en fait que je suis restée dans la bande dessinée. Je trouve ça fabuleux comme médium. Donc, tu avais vraiment cette volonté, ce désir de transmettre, en fait, de rendre le propos accessible. Et c'est un petit peu ça qui t'a fait rester dans ce monde pictural. Oui, c'est ça. Et là, je pense encore une fois, on peut refaire le pont avec mes études où la question de l'accessibilité est super importante pour moi. Que ce soit immédiat, impactant, très important. Quand tu parles de vulgarisation, c'était quoi les premiers sujets que tu as vulgarisés? Tout à fait. Alors, je travaille sur des sujets beaucoup de société ou de compréhension de soi-même, psychologie. Donc, en 2016, j'ai publié Goupil ou Face qui parle des troubles bipolaires. Ensuite, il y a eu Et à la fin, il meurt, donc, qui est un essai sur les contes de fées, les origines des contes et les valeurs qu'ils véhiculent. 2023, il y a eu Comme un oiseau dans un bocal, donc qui est une bande dessinée sur les surdoués ou HPI, au travers du portrait de 2 personnages, un homme oiseau et une femme poisson. Et donc le plus récent, c'est Racine, qui est sorti en 2024, et qui est un livre sur les cheveux frisés crépus, et qui, au travers de ce prisme, aborde des sujets de société comme le racisme, le sexisme, le colonialisme, l'histoire de l'esclavage. Enfin voilà, c'est très très vaste. Et effectivement, là, j'avais déjà remarqué aussi que tes sujets sont très portés sur des problématiques de société, mais aussi très variés finalement. Comment est-ce que tu choisis tes sujets? Je parle de ce qui m'intéresse. Voilà, globalement, c'est aussi simple que ça. Quand il y a un sujet qui m'attire, que je me pose des questions, ou quand je suis passionnée par un sujet, tout simplement, j'en parle. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et du coup, c'est quoi ton processus créatif finalement? Est-ce que tu identifies d'abord un sujet où tu te dis ah, ça serait trop bien de faire une BD, un ouvrage dessus? Comment est-ce que ça vient? Alors, je peux prendre... Ça dépend vraiment des sujets, c'est difficile de faire une généralité. Si je prends Et à la fin, il meurt, j'ai toujours été passionnée de contes de fées. Et un jour, j'en ai discuté avec des amis à moi qui disaient que les contes de fées étaient cucu et niais. Et je leur ai dit, mais pas du tout, en fait, à la fin des contes, en fait, il meurt. Et je leur ai raconté des trucs et je me suis rendu compte qu'ils connaissaient pas du tout les contes, chose qui me scotchait un peu parce que pour moi c'était une évidence, moi qui ai grandi avec. Et donc je me suis dit, bah tiens, je pourrais en faire un livre et voilà, ça pourrait être cool. Si je prends Comme un oiseau dans un bocal, je discutais avec un de mes amis qui est un homme assez discret, très, très chouette, mais je me serais jamais doutée avant qu'il me le dise qu'il était surdoué. Et en fait, j'avais, je pense, pas mal de préjugés sur ce sujet, donc je me suis renseignée d'abord par curiosité, et puis je me suis dit que son point de vue était super intéressant et que ce serait chouette que le monde entier l'écoute en parler. Et donc à partir de là, voilà, je lui ai posé pas mal de questions, j'ai approfondi mes recherches sur le sujet, j'ai lu des livres, etc. Et donc Comme un oiseau dans un bocal est paru en 2023. Et justement, au niveau de tes recherches et
processus cette fois-ci de travail. Combien de temps ça met entre le moment où tu décides je vais faire un livre et ensuite la sortie? Alors, il y a 3 phases quand on crée une bande dessinée. La pré-production, la production et la post-production. Donc la pré-production, c'est tout ce qui se passe avant de vraiment commencer à faire le livre. Donc c'est avoir l'idée, faire les recherches, écrire le scénario, voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est très variable. Ça prend plusieurs années, souvent, entre l'idée et vraiment de s'y mettre. Les recherches, par contre, c'est assez rapide. C'est quelques mois, 2-3 mois, rarement plus. Ensuite, il y a la période de production, qui est donc toute la partie où on réalise la bande dessinée, où on dessine, on fait les planches, enfin bref, on a les mains dans le cambouis. Ça, c'est 1 an à peu près. Et ensuite, il y a la post-production, c'est les corrections, vérifier les formats des images, des fichiers, enfin voilà, vraiment tout ce qui... la communication, préparer l'argumentaire commercial, etc. Et là, c'est quelque chose qui dure quelques mois aussi, qu'on fait vraiment en partenariat avec l'éditeur. D'accord et du coup, oui, c'est ça, toute la partie, post-production, tu l'as fait, avec, l'équipe, de l'éditeur, avec des gens qui, vont te faire des retours ou qui t'aident dans, enfin qui te proposent, une campagne promotionnelle, ce genre de choses? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on travaille étroitement avec l'éditeur. Hein. La bande dessinée, c'est pas un métier qu'on fait seul. Ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même une grande liberté de décision. Donc voilà, on n'est pas non plus comme dans le jeu vidéo avec des grosses équipes où on décide de pas grand-chose. Mais oui, l'éditeur est super important. Et autant dans la phase de pré-production, on fait vraiment ça dans son coin parce que le but, c'est de monter un dossier pour ensuite obtenir un financement pour pouvoir faire le livre. Mais ensuite, oui, on travaille vraiment beaucoup avec l'éditeur et en particulier sur la post-prod, on est vraiment dans la démarche de créer un livre, un objet livre qui aille dans les librairies, qui soit vendu, etc. Donc oui, là, c'est une démarche vraiment professionnelle et collective, quoi. Moi, je trouve que tu as quand même des sujets à la fois très variés, mais aussi un peu des... Bien sûr, on reconnaît ta patte, on reconnaît ta plume notamment, mais aussi ta patte au niveau du dessin, mais on sent quand même qu'il y a plein d'inspirations différentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'inspire? Est-ce que tu as des auteurs, des illustrateurs qui nourrissent ton travail? Non, enfin oui et non. Je lis énormément de romans graphiques et de bandes dessinées de façon plus générale. Donc forcément tout ça, ça infuse et c'est des choses qui m'influencent. Après, je peux pas dire que tel auteur particulièrement a une grosse influence sur moi parce que voilà, j'ai pas de maître à penser ou ce genre de choses. J'essaie de faire les choses à ma façon, j'essaie de trouver le ton et le trait qui convient à chaque histoire en particulier. Et si je me nourris de façon générale de bande dessinée, c'est pas quelque chose de précis et de ciblé. D'accord. Et je voudrais qu'on parle un petit peu plus spécifiquement du travail que tu as fait qui est en rapport, bien qu'il soit universel, je trouve, mais qui est quand même très en rapport avec La Réunion. Donc, tu as 2 livres, si je me trompe pas, plus spécifiquement, qui reparlent de créolité, de La Réunion, d'être réunionnais et d'arriver dans l'Hexagone, et de... Six. Ah, 6, pardon. Ouh là là, j'étais loin du compte. Est-ce que tu peux nous dire lesquels c'est du coup? Oui, bah il y a les 5 premiers qui ont été édités à La Réunion, donc 2 hallucinogènes qui sont l'histoire d'un un jeune homme réunionnais, c'est un métis créole chinois, voilà, qui voit ce que les gens imaginent, donc il vit un peu des aventures. Ensuite, donc l'île au temps suspendu, qui est celle dont je parlais tout à l'heure, qui est une commande. Après, et donc qui se passe à La Réunion, c'est le temps s'arrête et il reste 4 personnes en mouvement à La Réunion qui essaient de survivre dans ce monde figé. Après, bon, c'est un peu plus lointain, mais on a Jour sombre chez les yaourts qui sont un peu des... C'était l'époque des blogs, donc un peu des brefs du quotidien de ma vie d'étudiante qui quitte La Réunion. Et pour finir, un créole en métropole qui, pour le coup, raconte des anecdotes de créoles exilés en métropole. D'accord. Et puis, et plus récemment, Racine, du coup. Et donc Racine, oui, bien sûr, j'oublie Racine parce que c'est une évidence, mais Racine raconte l'histoire d'une jeune réunionnaise qui est en conflit avec ses cheveux, puisqu'elle a les cheveux crépus et qu'elle voudrait les avoir lisses pour se conformer à la norme dominante.
Est-ce que du coup, ce côté, sur tes origines réunionnaises, est-ce que c'est un sujet dont tu as toujours voulu parler, ou est-ce que c'est venu plus tardivement? Non, moi je voulais faire de la fantaisie, je voulais déconnecter du monde réel et c'était pas... Enfin voilà, j'étais pas du tout dans une optique de raconter mon île. Il se trouve que mes premiers romans ont été publiés... En fait, c'était plus facile pour moi, en parlant de la Réunion, d'être publié à un niveau local que d'accéder au niveau national qui demande peut-être un peu plus d'universalité dans le propos et que j'avais pas à cet âge-là. J'ai commencé très jeune, hein, j'avais 19 ans, donc j'avais pas forcément les ressources, je pense, pour m'adresser à un public plus large. Donc en fait, ça m'allait mieux de commencer par parler de la Réunion. Et ensuite, après mes 5 premiers, j'ai complètement changé de sujet, j'en ai plus reparlé, jusqu'à Racine, qui est le 11e. Racine, comme tu disais, c'est une jeune fille qui grandit à La Réunion, mais qui part. Elle a la peau blanche et les cheveux crépus. Et comme tu disais, elle est en conflit avec ses cheveux crépus parce qu'elle grandit avec des modèles qui valorisent le lissage des cheveux. Et finalement, elle en vient à assimiler que ses cheveux sont synonymes de laideur et que on ne l'acceptera pas. On peut pas l'aimer, en fait, si elle laisse ses cheveux au naturel. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, en tout cas à titre personnel, lorsque j'ai lu Racine, c'est que, bon, du coup, les auditeurs savent normalement, mais moi, je suis d'origine chinoise, donc j'ai les cheveux lisses, pas du tout crépus, et quand bien même j'aurais voulu les avoir, ça ne marche pas du tout. Mais je me suis quand même retrouvée dans la narration de Racine parce que t'abordes des sujets aussi beaucoup plus en fait finalement qui concernent beaucoup de femmes, si pas toutes, le coût de la beauté, les questionnements autour de l'acceptation par rapport à notre apparence, l'économie de genre, puis quand on arrive dans l'Hexagone, on se rend compte que on n'est pas pareil, on n'a pas la même apparence, on n'a pas les mêmes habitudes. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as vécues quand tu es arrivée aussi? Alors j'ai des trucs en commun avec le personnage de Rose et effectivement je me retrouve pas mal dans ce que tu racontes. Après ce qu'il y a c'est que en fait je me suis rendu compte que j'ai un super passing de blanche parce que j'ai la peau claire, j'ai des origines très très mélangées mais je pense que le côté européen ressort un peu même si j'ai pas du tout les traits caucasiens. Mais en tout cas, les gens se rendent pas forcément compte de mon origine. À la limite, ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour quelqu'un qui sera méditerranéenne, voilà, Maghreb, etc. Mais on n'identifie pas forcément que je suis pas dans la norme caucasienne. Donc voilà, et surtout, je me suis longtemps défrisé les cheveux. Donc en plus, en ayant les cheveux raides, alors là, j'avais complètement effacé mon identité et je passais complètement pour une européenne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que comme le personnage de Racine, tu as arrêté de te lisser les cheveux ou pas? Ouais, j'ai arrêté moi pendant le Covid. Ok. Parce que j'avais plus accès à ma coiffeuse. Et que du coup, j'ai été un peu contrainte de faire avec mes cheveux naturels. Et en fait, je les ai gardés comme ça. Voilà. Finalement, ça allait. Oui, ça a été un long réapprentissage parce que, en fait, moi, je me considérais comme une femme aux cheveux lisses. Quand je me dessinais, mon petit avatar que j'utilise quand je fais des petites bandes dessinées sur Internet ou quoi, cheveux lisses. Et j'avais pas une image de moi de femme aux cheveux frisés. Bon, j'ai pas les cheveux crépus, moi j'ai les cheveux frisés. Mais c'était pas la façon dont je me percevais. Et donc il y a eu un vrai réajustement à faire, de dire que voilà, cette image-là que tu vois dans le miroir, c'est toi. C'est cette perception de ta personne, ce dessin que tu vas faire de toi, en fait, quand tu te représentes, tu vas dessiner une femme aux cheveux frisés et pas une femme aux cheveux lisses. Et ouais, ça a été un gros sujet quand même. Et du coup, c'est ce que tu fais maintenant lorsque tu tu redessines ton petit avatar. Maintenant, tu le représentes avec les cheveux frisés? Ouais, je le représente avec une grosse, je vais pas dire queue de cheval, c'est plus une queue de lapin du coup, mais une grosse queue quoi, bien volumineuse, bouclée. Enfin, je fais des petites boucles quoi.
Et c'est ça, c'est moi aujourd'hui. Dans cet ouvrage Racine, est-ce qu'il y a des aspects qui ont été surprenants quand tu as travaillé dessus? Et est-ce qu'il y a eu d'autres aspects difficiles à aborder? Alors difficile. Non, il y a eu des choses auxquelles je m'attendais pas. En fait, quand j'ai commencé à écrire Racine, à la base, je voulais juste parler de mes cheveux. Parce que j'ai une relation très compliquée avec mes cheveux, comme la plupart des femmes noires et métisses. Mhm. Avec beaucoup de rejet parce qu'on n'est pas dans la norme, parce que il n'y a pas les bons produits, on est mal regardé, on est critiqué, c'est pas beau, ça fait négliger, etc. etc. Et en fait, j'avais fait un peu des premières recherches et en cherchant, je me suis rendu compte que c'était bien plus large que moi, qu'il y avait un vrai sujet et que ça me dépassait complètement. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais creuser, je vais me documenter, je vais voir vraiment ce qui se passe. Et comme ça est né le personnage de Rose, qui est un personnage qui est très différent de moi, qui vit bien pire que moi, en fait. Déjà, elle a les cheveux crépus, ce qui augmente le nombre de discriminations qu'elle peut rencontrer. Et ouais, je suis partie de là et j'ai vraiment découvert des choses que j'ignorais sur un plan autant documentaire. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un cheveu, comment ça fonctionne biologiquement, pourquoi les cheveux frisent quand il pleut, voilà, des questions que je m'étais jamais trop posées. Et après, j'ai étudié bah, voilà, tout ce qui est discrimination, la taxe rose, donc qui est un concept qui décrit le fait que les produits à destination des femmes sont régulièrement plus chers que leurs équivalents pour les hommes. Typiquement, le rasoir rose qui va coûter quelques centimes de plus, le sac à dos rose pour les petites filles qui est plus cher que le sac à dos bleu, enfin bref. Voilà, ce genre de choses, j'en avais pas forcément conscience et c'était vraiment, je tirais un fil de plus en plus et je découvrais d'autres choses derrière, plus cachées, voilà, des cas de discrimination de personnes bien réelles, parce que c'est une chose que de dire oui, les personnes aux cheveux crépus sont discriminées, c'en est une autre de voir qu'il y a un steward d'Air France qui a été interdit d'exercer avec ses cheveux naturels. Ouais, c'est incroyable, j'ai vu ça aussi. Et voilà, c'est plein de découvertes comme ça qui se sont faites petit à petit et qui m'ont estomaqué. Je comprends. Et à ce sujet d'ailleurs, au niveau des recherches, comment est-ce que tu fais tes recherches? Est-ce que c'est plus un travail de bibliothécaire ou est-ce que tu as aussi parlé avec des gens? Comment ça se passait? Alors d'habitude, j'essaie de lire beaucoup d'ouvrages sur mes sujets, mais le truc c'est que sur le sujet des cheveux crépus, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a quelques ouvrages, mais c'est vraiment très minoritaire, donc j'ai beaucoup écumé Internet. Sachant que sur Internet, la vraie question c'est de recouper ses sources parce qu'on peut lire à peu près tout et son contraire. Mais ouais, je suis pas mal bossée là-dessus. Et après, je me suis pas mal documentée pour tout ce qui est salon de coiffure, etc. Je me suis déplacée, j'ai parlé avec des gens. Je me suis aussi beaucoup documentée graphiquement parce que ça se passe dans des environnements que je connais pas forcément personnellement. Donc voilà, je suis allée à l'ENS à Paris pour avoir le décor de grande école supérieure où Rose commence ses études. Je suis allée dans des salons de coiffure, salon de coiffure afro dans le quartier de Château d'Eau pour voir exactement à quoi ça ressemble. Alors là, j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est un milieu qui est plutôt hostile, sachant que c'est un système qu'on peut qualifier de mafieux, donc ils aiment pas trop qu'on vienne fouiller dans leurs affaires, donc j'ai eu beaucoup de mal à me faire accepter. Ouais. Voilà, donc j'ai vraiment enquêté. Après, ce sont juste des décors et les scènes que je raconte sont purement fictives, donc c'est un travail d'enquête, mais aussi un travail d'écriture et de fiction. Dans les ouvrages que tu as pu lire ou des articles, etc., est-ce qu'il y a des auteurs ou une bibliographie que tu conseillerais sur ces sujets, enfin toi qui t'ont marqué? Alors tout est à la fin de Racine, donc franchement, voilà, allez faire votre marché dans les sources que je restitue en fonction de ce qui vous intéresse. Super, on va faire ça. Et alors, aujourd'hui, pour toi et également dans ton travail, quelle place tu dirais tient la Réunion? Pour moi, c'est un sujet comme un autre, un sujet que je maîtrise, un sujet qui m'intéresse, mais j'ai pas l'intention de mettre ce sujet-là au centre de mon travail, pas plus que n'importe quel autre. Généralement, dès que je sors un livre, on me demande d'en refaire d'autres.
de faire la suite. Là, après Racine, on m'a dit qu'il fallait parler de l'esclavage, qu'il fallait faire un album sur les enfants de la Creuse, sur le scandale des avortements forcés à La Réunion. D'ailleurs, il y a une super BD qui est sortie là-dessus, de Anjalé et Sophie Adriansen, donc je vais pas refaire la même chose. Mais les gens ont très envie que je répète mes sujets parce qu'il y aurait d'autres choses à dire, et en fait, moi, je suis curieuse, en fait, j'ai envie de parler d'autres choses, donc généralement, non, je ne répète pas mes sujets. Et d'ailleurs, en parlant d'un sujet complètement différent, dans la dernière BD où tu es scénariste, où tu n'as pas fait les dessins, Eurydice, c'est un sujet complètement différent. Ah bah oui, là alors déjà c'est de la fiction, de l'imaginaire, donc on est très très loin du documentaire qui est très ancré dans le réel, et donc c'est une réécriture du mythe grec d'Orphée Eurydice. Voilà, donc effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que tu peux nous raconter le mythe ? Oui, le mythe d'Orphée Eurydice, donc c'est Orphée et Eurydice sont époux, et en fait Eurydice meurt le jour de ses noces avec Orphée, donc elle descend aux enfers, et Orphée, qui est inconsolable, va la chercher. Sauf que Hadès lui dit ne te retourne pas avant d'avoir atteint la lumière, sinon elle disparaîtra à tout jamais. Évidemment, il se retourne et il perd Eurydice pour toujours. Voilà. Et donc dans ma réécriture, on est sur quelque chose. C'est très différent parce qu'en fait, je voulais pas juste raconter le mythe à ma façon. Je voulais vraiment écrire une histoire qui fait des hommages au mythe, qui emprunte certains éléments, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de vraiment extrêmement fidèle. Donc ça se passe dans une ville de papier au milieu du désert où sont censés vivre les dieux, les muses, voilà, tout le panthéon. Et en fait, c'est une gigantesque arnaque, puisque ce sont tous des acteurs qui arnaquent les voyageurs pour s'approprier les offrandes. Et donc, dans cet univers, on a Orphée, qui est un jeune musicien idéaliste, comme dans le mythe, qui est assez immature, assez naïf, et qui refuse de soumettre son art à ce système qui juge corrompu, et donc il vit au crochet de sa sœur Calliope, qui elle est danseuse dans la troupe des muses. Donc dans le mythe d'origine, Calliope c'est sa mère, mais là ici c'est sa sœur, et en fait Calliope se bat pour sauver son métier face à l'industrialisation, face un peu à l'intelligence artificielle, donc le remplacement de l'humain par la machine. Et là-dessus arrive une mystérieuse étrangère appelée Eurydice, qui poursuit un but secret, et voilà, qui va tout bouleverser puisqu'Orphée tombe fou amoureux d'elle. Donc on est encore dans un traitement aussi de sujets très actuels, en fait. On n'est pas uniquement dans le mythe classique. Je pense que de toute façon, quand on a des valeurs, elles transparaissent forcément dans ce qu'on écrit. Oui, ça parle du corps de la femme au travers du personnage de Calliope, qui du coup est une danseuse grosse, qui est vieillissante. Elle n'est pas vieille, mais elle commence à être vieille pour les normes de la société. Elle a des vergetures, elle a des imperfections, et on menace de la remplacer par un automate. En fait, c'est un peu une métaphore de l'intelligence artificielle. Donc deuxième sujet qui est vraiment très d'actualité. Voilà, on a la question du consentement au travers du personnage d'Eurydice, qui en fait n'a rien demandé, ni à se marier, ni à quoi que ce soit. Et en fait, dans le mythe d'origine, c'est un personnage très passif. D'abord, elle est un objet de désir pour cet homme qui la poursuit pendant ses noces, et qui fait qu'elle marche sur un serpent et qu'elle meurt. Et ensuite, elle est un objet de quête pour Orphée, qui va la chercher aux enfers, exactement comme un Mario va chercher sa princesse Peach. Et en fait, dans ma version, pas du tout. Elle bouleverse ça, elle veut être maîtresse de son destin. Alors c'est pas pour autant une héroïne badass qui casse des gueules et qui hurle. Non, je suis pas d'accord, pas du tout. C'est un personnage très mélancolique, même carrément dépressif. Mais pour autant, c'est elle qui décide. Maîtresse de son destin. Absolument. Super important. Ouais, c'est clair. Et pour cet ouvrage-là, du coup, tu n'as pas fait les dessins. Comment ça se passe quand on travaille en binôme avec un autre dessinateur comment vous travaillez ensemble ? Dans ce cas précis, j'ai fait le storyboard. C'est-à-dire que je faisais la BD en bonhomme bâton. Voilà. Globalement, c'est ça. Et ensuite, je donnais le storyboard à Solène Guivre, donc qui est la dessinatrice. Et c'est elle
qui après réalisait les dessins. C'est beaucoup de communication puisqu'on passait grosso modo tous nos lundis matins ensemble à faire le point sur la BD et à déterminer voilà qu'est-ce qu'on fait ensuite, quel ton on aborde pour telle scène, quelle couleur on va utiliser, etc. C'est vraiment un gros boulot de communication, de collaboration pour faire une BD qui pour le coup me ressemble à 100%. Elle a fait exactement ce que je voulais et en même temps ça lui ressemble à 100% et elle a vraiment eu champ libre sur tout ce qu'elle faisait. Donc belle collaboration. Génial, bon, j'ai hâte, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le découvrir. Tu disais que tu n'aimes pas répéter tes sujets, et est-ce que tu as des sujets en cours de travail que tu as envie de traiter à l'avenir? Alors je parle pas des sujets que je suis en cours de traitement parce que c'est pour dans longtemps, donc j'aime pas trop m'engager si tôt, mais vous aurez la surprise, je pense en 2026 de la prochaine. J'imagine on retrouvera toujours tes valeurs, et puis tes sujets de société que tu abordes aussi dans tous tes autres BD dans les prochains. Oui, et là je vais aborder des nouveaux sujets. Ça va être chouette, ça va être très chouette. On a trop hâte. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de justement tout le côté professionnel. Toi, quel conseil tu donnerais aux plus jeunes qui aimeraient suivre tes traces, ou en tout cas se lancer dans une carrière similaire? Moi, j'ai commencé à vivre de mon métier, c'est-à-dire à pas avoir besoin ni de soutien de mes proches, ni d'avoir un boulot à mi-temps, ni de prendre des commandes, etc. à partir de ma 8e bande dessinée. Donc, faut bien être conscient de ça quand on commence ce milieu, c'est que c'est très mal payé, les conditions elles sont vraiment pas ouf. C'est un métier où il faut prendre beaucoup de risques et il y a plein d'auteurs pour qui ça ne marche pas. Il n'y a que 10% des auteurs, alors c'est pas que en BD, c'est toute littérature confondue, mais il n'y a que 10% des auteurs qui vivent de leur métier. Donc c'est ridiculement peu. Donc mon conseil aux auteurs qui se lancent, c'est un peu cynique, mais prévoyez des plans B, misez pas tout là-dessus, faites en sorte de pouvoir vous en sortir. Parce que c'est pas garanti que ça marche et ça met du temps et voilà, il faut être conscient de ça quand on démarre, que c'est pas... il suffit même pas d'être talentueux en vrai, c'est même pas une question de talent, il y a beaucoup de réseaux, donc le réseau ça se construit, il y a beaucoup de chance, puis il y a du temps, de l'expérience, donc faut pas miser trop tôt sur ça à 100%. Donc, toi, comment est-ce que tu as fait à tes débuts? Est-ce que tu pitchais beaucoup de projets que tu envoyais de façon spontanée à des éditeurs, ou est-ce qu'il y a des travaux ou un travail en particulier qui a été remarqué et qui t'a lancé, comme tu disais tout à l'heure? Alors déjà, moi, on m'écoutait pas, on me répondait pas, j'envoyais des dossiers, j'avais pas de réponse. Je me sentais absolument pas écoutée et seule dans mon coin. Donc pas cool. J'ai eu de la chance sur les premiers parce que c'était à La Réunion que j'ai une éditrice qui m'a répondu. Et à partir de là, ça m'a permis de déboucher sur de la bande dessinée parce qu'on m'a commandé un scénario. Donc ça, cool. Mais ouais, c'est pas gagné du tout. Et franchement, ouais, j'ai eu du mal. Après, quand j'ai commencé en métropole, personne ne me répondait. Quand j'ai eu fini une première BD et que j'ai reproposé une autre à mon même éditeur, il m'a dit non, donc je suis allée ailleurs. La deuxième, quand j'ai reproposé une autre BD après celle qu'on avait fait ensemble, j'ai même pas eu de réponse. Enfin, c'est une galère monstrueuse. Donc faut beaucoup de réseau et beaucoup de chance. Et du coup, au début, en parallèle, tu faisais d'autres boulots, tu prenais des commandes à côté qui n'avaient pas forcément à voir avec ce que toi, tu avais profondément envie de faire. Exactement. À un moment, j'avais tellement besoin d'argent que j'ai postulé un peu partout. J'étais passée dans une rue, j'avais vu une annonce pour un poste de vendeuse. Je me suis renseignée, c'était au noir, il n'y avait pas de sécurité sociale, paiement en liquide et tout, et j'étais prête à accepter ça, quoi, tellement j'ai besoin d'argent à tout prix, donc on en est là. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que pour autant, t'as jamais abandonné ton projet de vivre d'écrire des histoires, de faire de la BD. Enfin, peut-être que c'était pas ancré encore que ça serait que de la BD, mais en tout cas, t'as jamais abandonné ce rêve-là. Ouais, c'est resté un peu en toile de fond. Je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est que j'avais déjà, pendant mes études, publié des premiers ouvrages. Donc t'avais des choses à montrer, en fait. Alors, c'est pas de montrer parce que tout le monde s'en foutait.
Mais c'est que je l'avais déjà fait, donc je savais que je pouvais le faire. Ouais, d'accord. C'est pas un objectif inaccessible, j'avais quand même déjà un peu les codes, voilà, je me disais, oui, je l'ai fait, donc je peux le refaire. Je me rendais pas compte que ça allait être aussi difficile parce qu'au début, ça avait été relativement facile. Donc ouais, ça m'a permis de ne pas douter. Qu'est-ce donc on dirait aux jeunes ou peut-être moins jeunes d'ailleurs, hein, de pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'avoir des plans B, de pas se mettre en danger financièrement. Il y a énormément d'auteurs qui retournent chez leurs parents, mais à 30-40 ans, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la BD sinon, et du coup, voilà, ils sacrifient. Il y a plein de burn-out et de dépression, c'est un milieu où c'est assez fréquent. Enfin voilà, il faut s'offrir des bonnes conditions de travail, il faut faire attention à soi. Et pour ça, bah voilà, c'est quelque chose qu'il faut réussir à mettre en place. C'est pas évident. Moi, je pense un autre conseil que j'ai, c'est de faire attention à avoir un rythme de travail normal. Voilà, de prendre des congés dans l'année, de pas travailler les soirs, les week-ends, de préserver sa vie de famille, sa vie de couple. Enfin, c'est un boulot comme un autre. On nous fera croire que non, mais en réalité, voilà, c'est un métier, quoi. Et de prendre des vacances. Prendre des vacances, hyper important. Est-ce que pendant tes vacances, toi, tu retournes à La Réunion? J'essaie d'y aller une fois par an, mais voilà, non, je prends des vacances en France, en Europe, voilà. Tout ce qui est plus proche, quoi. La Réunion, c'est quand même pas la porte d'à côté. Ah bah ça c'est sûr. À qui le dis-tu? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de La Réunion? Bon, une fois par an, c'est déjà pas mal. Bon, moi, c'est mon cas aussi, hein, j'essaye de rentrer une fois par an. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te manquent particulièrement? Les couleurs, les températures, la météo, j'avoue, les hivers sont de plus en plus compliqués en métropole. Voilà, ça, j'avoue que ça me manque pas mal. Et c'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres en général? La première chose que je fais quand je rentre, je mange des bouchons et des samoussas. Je crois que tout le monde dit ça en fait. Bah de quoi t'as envie en descendant de l'avion? T'es un peu barbouillé, t'as pas beaucoup dormi, t'as envie d'un truc simple. Obligé. Ouais, je suis 100% d'accord, hein. On arrive tranquillement vers la fin de notre petit entretien. On a l'habitude de poser 3 questions de clôture que tu connais déjà, je pense. La première question, c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, à la lumière de ton expérience, à la Lou Luby plus jeune? Je lui dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal d'inquiétudes, pas forcément confiance en moi, et de lui dire, ouais, tu vas y arriver, tu vas être autrice, tu vas être publiée. Et à la fin, il meurt, j'ai publié un conte que j'ai écrit quand j'avais 12 ans. De dire, la petite moi de 12 ans, bah, le conte que t'as écrit, il va être publié dans un livre, quoi, un vrai livre. En plus, il va être adapté en BD. Elle aurait été dingue. Pareil, Eurydice, c'est une bande dessinée que j'ai commencée quand j'avais 17 ans. Alors que j'avais pas du tout les moyens de la concrétiser à l'époque. Je dirais à la Lou de 17 ans, ben en fait, il y a quelqu'un qui va la dessiner, ta BD, on va la faire. Ça va prendre 17 ans, mais on va la faire. Donc voilà, je lui partagerai un peu d'optimisme et d'enthousiasme pour la vie à venir. La Lou de 17 ans, elle t'aurait cru ou pas? Oh oui, je pense qu'elle doutait de rien. Les doutes, ça arrive un peu plus tard. Ouais, je sais pas, j'ai toujours voulu faire ces métiers-là, enfin, pas forcément dans la BD, mais je savais que je visais ça, donc je pense que ouais, j'aurais pas eu de mal à me croire. Et alors, selon toi, quel Réunionnais, Réunionnaise, singulier pluriel, devrions-nous tous connaître? Alors moi, j'ai envie de dire TM, donc, qui est auteur de bande dessinée et qui est l'auteur de Tiburce. Ouais. Parce que j'ai grandi avec Tiburce, pour moi, c'est un peu la BD de la Réunion, qui représente plein de trucs, en fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je trouve que tout le monde devrait l'avoir lu, et c'est un chouette auteur qui s'est vachement diversifié avec le temps. Aujourd'hui, il fait des BD qui sont moins des BD humoristiques, dans des registres différents. Il a su faire évoluer son trait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un super auteur et je trouve que tout le monde devrait le lire. C'est un auteur que nous, on adore aussi chez Bas de Carré. J'espère que on pourra bientôt le recevoir, d'ailleurs, à notre micro. Effectivement, Tiburce, j'ai l'impression que c'est un peu une BD, moi, qui
qui a un peu bercé mon enfance en fait. J'étais encore jeune quand j'ai découvert Tiburce et c'est vrai que c'est resté avec moi aussi assez longtemps, avec tous les traits d'humour sur la Réunion, sur les enfants créoles et tout. Ça me fait beaucoup rire. Et dernièrement, j'ai lu aussi les Chroniques du Léopard. Lui, la Réunion, c'est un sujet qui est très présent quoi dans son travail. Ouais, complètement. Dernièrement, moi, j'ai lu 20 décembre, qui parle de l'abolition de l'esclavage, et hyper chouette. On a été côte à côte en lice pour un prix, et trop fière de voir qu'il y avait 2 BD qui parlaient de la Réunion dans la sélection. C'est une sélection de Saint-Malo, donc un des festivals de BD les plus réputés. Et trop fière de nous. Ah ouais, génial. Ah, c'est trop bien. La dernière question, quelle expression créole tu aimerais partager avec nous aujourd'hui ? Alors moi, j'aime beaucoup bon marché coûte cher. C'est quelque chose que me disaient ma mère et ma grand-mère, et voilà, d'acheter la qualité parce que en fait, au final, c'est plus économique. Je trouve que c'est très bien dit, et il n'y a pas d'équivalent en français à ce proverbe-là, donc voilà, je dirais ça. Dépenser un tout petit peu plus au départ ou bien faire un tout petit peu plus d'efforts au départ parce que sinon ça risque de nous faire traîner des casseroles pour la suite quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est acheter des chaussures à 100 € plutôt que des chaussures à 20 € parce qu'en fait elles dureront plus de 5 fois plus longtemps. Et ben très bien, c'est aussi un bon conseil de vie à conserver. Ouais, bah la sagesse créole quoi, on a des super proverbes quand même. Ça c'est vrai. On va bientôt se quitter. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Où est-ce qu'on peut te retrouver de façon générale ? Alors j'ai un super site codé à la main, fait avec amour, avec plein de petits trucs un peu cachés dessus. loulubi.fr, donc ça c'est si vous voulez vraiment les infos officielles, les horaires de rencontres, de dédicaces, voilà. Il y a aussi un espace privé sur abonnement qui permet de suivre mon travail. Et après, si vous êtes plus réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc loulubi sur Instagram, et là je poste des choses un peu plus fréquentes. Je suis pas non plus une grosse posteuse, mais parce que j'aime pas donner de l'argent aux réseaux sociaux. Mais je suis là et je poste aussi quelques news, donc voilà, c'est le bon endroit pour me suivre. Est-ce qu'il y a un festival ou un événement où on va pouvoir te retrouver en personne là dans les prochains mois au cours de 2025 ? Tu sais déjà ? En mars et en avril, je suis à Paris. En avril, je suis à Rennes, Amiens en juin. Et la liste est régulièrement mise à jour. Donc là, j'essaie de freiner un peu les festivals parce que je suis en production sur une bande dessinée, et que voilà, si je passe tous mes week-ends à courir partout en France, c'est juste épuisant et je n'avance pas dans mon travail. Et il faut bien que je vive, hein, parce que les déplacements sont peu ou pas rémunérés. Donc voilà, faut que je mette ça un peu de côté en ce moment, mais oui, régulièrement je me déplace. Voilà, donc venez, n'hésitez pas. Très bien, sur les dates annoncées, on vient te voir et sinon on te laisse travailler pour pouvoir rapidement lire un nouveau livre. Exactement, voilà, c'est le prix à payer pour pouvoir avoir de la lecture. Génial, trop hâte de découvrir, pour ma part de découvrir Eurydice. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande vraiment Racine, mais aussi tous les autres. Moi j'ai adoré À la fin il meurt. Hâte de découvrir la suite. Merci beaucoup Lou. Et avec plaisir, merci pour l'invitation. Puis du coup on se retrouve probablement en 2026 pour la prochaine. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!